Vous pouvez les poser sur Facebook. Vous aurez soit une réponse immédiate, soit dans quelques jours, la société Oronda vous fera parvenir un mail avec les réponses et avec un résumé de cette présentation. On va déjà commencer par quelques diapositives de présentation. Oronda est une société spécialisée dans l'hygiène et la stérilisation en cabinet dentaire. C'est une société italienne qui travaille dans l'Europe avec plusieurs succursales. C'est une société qui travaille sur ce monde de la dentisterie et de l'hygiène et de la stérilisation depuis maintenant 45 ans. Pour ma part, je suis chirurgien dentiste et j'exerce dans une société qui s'appelle Vision Dentaire et qui fait, entre autres, de l'hygiène et de la stérilisation. Alors, commençons par quelques définitions. Nous allons voir durant cette heure que nous allons passer ensemble quels sont les choix importants à faire lorsqu'on veut choisir son matériel et choisir bien évidemment ses règles de traçabilité, le matériel qui va vous servir à assurer cette traçabilité. Mais commençons par quelques définitions. Et la première des définitions, c'est la désinfection. On a beaucoup parlé de désinfection au cours de la pandémie Covid-19, qui continue d'ailleurs, et il est important de préciser que cette désinfection vient en concurrence de la stérilisation, et nous définirons ensuite la traçabilité. Alors la désinfection, eh bien l'AFNOR la définit comme une opération au résultat momentané. C'est très important, ce mot est très important. Cela veut donc dire que, vous le verrez par la suite, nous n'avons pas une persistance de l'état de désinfection que nous allons obtenir et c'est pour cela qu'il faut renouveler sans arrêt cette opération. La stérilisation, à contrario, est une opération qui va nous amener, qui va vous amener et qui va amener vos dispositifs médicaux vers un état de stérilité, un état fixe, un état qui sera identifié par une probabilité théorique de présence d'un micro-organisme viable sur le dispositif médical, cette probabilité étant de 1 sur 1 million, c'est-à-dire 10-6. Donc, une différence importante entre les deux notions qu'il est souhaitable d'avoir toujours à l'esprit. Et puis la traçabilité, dernier point que nous aborderons aujourd'hui, eh bien, c'est une aptitude à retrouver l'historique dans l'utilisation d'un produit. Pour notre part, ce sera l'historique de ce que l'on réalise dans notre salle de stérilisation, ainsi que l'historique des différents dispositifs médicaux qui ont été utilisés au cours des interventions ou de l'intervention. Alors, lorsque l'on met en comparaison la stérilisation d'un côté et la désinfection de l'autre côté, eh bien, on voit tout de suite apparaître des éléments différenciants. La première des choses, c'est que la décroissance des micro-organismes va exister dans les deux cas, que la probabilité et la possibilité de présence microbienne après traitement, elle sera toujours présente pour la désinfection, elle ne le sera plus pour la stérilisation, que l'état final protégé par un conditionnement, ce sera uniquement dans le cas de notre stérilisation et plus particulièrement, vous le verrez, avec les autoclaves classe B dans lesquelles nous pouvons emballer nos instruments et puis que au niveau de la stérilisation, nous aurons une maîtrise des paramètres critiques puisque vos autoclaves sont réglés, sont fabriqués, sont testés, sont évalués et subissent des qualifications opérationnelles, des qualifications de performance. Donc, on voit avec ce tableau une différence importante à noter entre les deux notions. Alors, les documents, puisque nous avons en France des documents importants sur lesquels il faut s'appuyer, bien évidemment, des documents de référence que l'on cite énormément. Bien, le premier, c'est le guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie de juillet 2006. Le deuxième, c'est la grille technique d'évaluation des cabinets dentaires qui, elle, a été élaborée en 2011 et qui a été revue et un petit peu modifiée par le comité ADF en 2015. Ce document qui est sur votre droite, et bien évidemment celui qu'il faut avoir dans tous les cabinets dentaires. Je l'ai juste à côté de moi et il ne doit pas vous quitter. Il vous permettra non seulement de vous auditer, mais aussi de savoir comment réagir si cet audit n'était pas parfaitement conforme aux données de ce document. Alors, depuis la pandémie Covid-19, d'autres documents sont apparus importants. D'abord, le guide soignant avec les recommandations transitoires qui, lors de ces 3 versions, a fait un focus sur la stérilisation. Ensuite, le document que la HAS a édité au 14 mai 2020, qui lui aussi a repris les termes du guide soignant. Et puis, pour finir, un document de la Société française des sciences de la stérilisation qui, lui, date de mars 2020, qui a fait un point sur les éléments à mettre en place au niveau de la stérilisation de nos dispositifs médicaux, de nos différents dispositifs médicaux, et qui a notamment mis en avant le fait
qu'il n'y avait pas nécessité de modifier les procédures standards, mais que bien évidemment, il y avait obligation de les respecter, de respecter ces procédures standards. Encore faut-il les connaître et les appliquer. Alors, la méthode de référence en chirurgie dentaire, la méthode de stérilisation de référence, bien évidemment, c'est la stérilisation à la vapeur d'eau avec ce cycle Prion que tout le monde connaît aujourd'hui, je l'espère, qui va être fixé par une température et un plateau de stérilisation, 134 degrés minimum pour une durée de 18 minutes minimum. Ce cycle Prion, c'est celui que vous allez retrouver dans vos autoclaves NF 13060, qui sont ceux les plus utilisés dans les cabinets dentaires, même si aujourd'hui on peut trouver des autoclaves de plus grand volume, mais en l'occurrence, les autoclaves que nous trouvons aujourd'hui, principalement dans les cabinets dentaires, ce sont des autoclaves qui vont être des autoclaves issus de cette norme. Cette norme contient 3 types d'autoclaves, des N, des S et des B. Bien évidemment, il faut travailler avec un autoclave classe B, qui est le seul qui va nous permettre de traiter les dispositifs médicaux emballés, donc de conserver l'état de stérilité dans le temps de ces dispositifs médicaux jusqu'à l'usage patient. Alors, ces autoclaves classe B, ils vont allier des cycles avec des phases de vide et des phases et un séchage qui lui aussi se fera sous vide. Je vous montrerai tout à l'heure une courbe de ces autoclaves, c'est-à-dire un cycle de ces différents autoclaves. Alors, ces autoclaves ont toujours, un volume inférieur à 60 litres. Voilà ici un cycle que vous allez donc identifier par 2 données. Première donnée, la température de la chambre qui est en rouge. Deuxième donnée, la pression de la chambre qui est en bleu. Une est définie en degrés Celsius et l'autre en bar. Et puis, nous avons ici, à côté de cette flèche qui vient d'apparaître, le niveau de votre salle de stérilisation, c'est-à-dire 1 bar de pression et à peu près une quarantaine de degrés lorsque votre autoclave aura été mis sous tension. Et puis, lorsque vous allez lancer votre autoclave, vous aurez les 3 phases de vide que vous pouvez voir en bleu qui vont permettre à la cuve d'obtenir un vide total et donc à la vapeur d'eau ensuite de pouvoir être injectée et de pouvoir agir complètement en volume sur l'ensemble des instruments qui sont présents dans la cuve. Ensuite, un plateau de stérilisation avec une température et une pression qui vont être maintenues suivant des valeurs extrêmes qu'il ne faut pas dépasser. Et puis, pour finir, un vide à nouveau qui permettra au séchage d'être totalement efficace. Et comme vous le voyez, sur la courbe de la température et de la chambre, vous aurez une sortie d'autoclave avec une certaine température. Il faudra bien évidemment faire attention, mais une pression qui sera revenue à 0. Alors, la stérilisation, c'est deux règles. Elle va vous apporter 2 actions. Première action, quels que soient les autoclaves que vous utilisiez, les classes B, la destruction des micro-organismes conventionnels, bactéries, virus et autres champignons microscopiques. Et puis, au niveau des ATNC, les agents transmissibles non conventionnels, les prions, ce sera une activation des prions. Et vous savez qu'aujourd'hui, le seul cycle que nous devons utiliser en routine pour nos dispositifs médicaux souillés, c'est le cycle prion, celui qui va maintenir une température de 134 degrés minimum pendant 18 minutes. La traçabilité, la définition de la traçabilité, c'est une norme ISO, c'est l'aptitude à retrouver l'historique ou l'utilisation. On va principalement s'arrêter sur l'utilisation, puisque c'est ce que nous devons pouvoir assurer dans nos cabinets, une traçabilité ascendante et descendante, qui nous permettra non seulement de revenir à partir d'un dispositif médical jusqu'au processus de stérilisation que ce dispositif médical a suivi, et inversement, de pouvoir reporter sur nos dispositifs médicaux l'ensemble des valeurs par un lecteur code-barre, généralement une petite étiquette code-barre qui sera lue par un lecteur et qui permettra de retrouver l'ensemble des étapes que le dispositif médical a suivies. Alors, c'est deux règles principales, deux obligations, on va dire. Première obligation, c'est l'obligation par rapport au Code de la santé publique, par rapport à notre ordre, par rapport à la Haute Autorité de Santé. Et puis, la deuxième règle que l'on doit appliquer en traçabilité, ça va être de mettre en place des moyens. Ces moyens devront nous permettre de répondre à plusieurs niveaux. D'abord, une mise en œuvre simplifiée, on le sait tous, une traçabilité trop lourde, trop chronophage, va être compliquée à maintenir dans le temps. Il faudra pérenniser la qualité. C'est là aussi, si on a des gestes simples, si on a des outils simples et du matériel qui nous facilite cette traçabilité, nous continuerons à la mettre en œuvre
au quotidien. Et puis, c'est extrêmement chronophage. Le cabinet dentaire a bien évidemment d'autres situations qui nécessitent la présence de nos assistantes dentaires. Donc, il faut pouvoir travailler rapidement, efficacement et dans un temps le plus court possible. C'est là où les choix doivent être importants parce que vous devez choisir du matériel pour vos salles de stérilisation. Vous devez absolument tenir compte aussi de cette gestion du temps qui va être une gestion très importante au quotidien pour maintenir la qualité de travail que vous souhaitez mettre en place. Alors, si on se réfère à l'Ordre national des chirurgiens dentistes, eh bien, on voit que il y a un document, c'est paru en 2008, qui indique bien que la stérilisation doit être tracée sur un registre spécial et tout est noté. On peut retrouver cela très facilement sur les pages de notre Ordre national. Alors, quand on prend le guide de prévention de la DGS 2006, on va trouver à la page 37 ce grand schéma qui est important, qui est celui qui, je l'espère, est appliqué dans l'ensemble des cabinets dentaires en France, avec deux parties que l'on pourrait différencier. La partie qui est au-dessus du trait, c'est la partie généralement qui est assurée dans le cabinet dentaire, au plus près de la zone de travail, le démontage des instruments. N'oublions pas que les instruments qui sont articulés et ceux qui sont composés de plusieurs parties doivent être ouverts et démontés pour que l'immersion soit complète et que le traitement de pré-désinfection, maintenant on dit aussi beaucoup le pré-traitement, soit efficace. Et puis, sous ce trait, nous commençons la partie rinçage avec les différents types de nettoyage que nous avons détaillés et qui, eux, sont réalisés dans la salle de stérilisation en suivant les étapes que vous voyez à l'écran. Donc, si on essaie de faire un schéma un petit peu plus simpliste, eh bien, on part d'un dispositif médical souillé et ensuite, on va avoir une succession d'étapes, une succession de processus qui vont se suivre et qui vont permettre d'arriver à une étape importante qui est souvent mal gérée, le stockage. Je n'aurai pas l'occasion cet après-midi sur un temps aussi court de détailler cela, mais rappelons-nous qu'une fois que vous aurez atteint l'état de stérilité avec des étapes correctement menées, le stockage de vos différents dispositifs médicaux est une étape importante et qu'il y a des règles à respecter. Alors, voilà ici, résumé sur cette photo, un cycle de stérilisation. Sur la gauche, le bac de trempage, de rinçage, les ultrasons, la soudeuse. En dessous, vous avez un laveur. Et à droite, vous avez un autoclave. On a résumé cela sur une surface courte, bien évidemment, pour pouvoir faire entrer tout cela dans la diapositive. Mais, bien évidemment, dans la plupart des stérilisations, les plans de travail sont espacés et les zones de travail sont bien évidemment beaucoup plus larges pour éviter que les dispositifs médicaux souillés croisent les dispositifs médicaux stériles. Vous le savez, il faut appliquer une marche en avant. Alors, quand on essaie de comprendre la progression des dispositifs médicaux dans la salle de stérilisation ou même dans l'ensemble du cabinet dentaire, on a les étapes qui vont se succéder, la pré-désinfection, le nettoyage, le conditionnement et ensuite la stérilisation. Alors, je voudrais revenir sur un point important qui, à mon avis, est extrêmement important à traiter lorsque l'on choisit son matériel. Eh bien, c'est que la stérilisation, c'est un tube. C'est un tube dans lequel vous allez avoir une progression d'un dispositif médical souillé à un dispositif médical stérile. Et vous comprenez bien que l'ensemble des éléments que vous avez dans votre salle de stérilisation, ou même au niveau de la pré-désinfection, devront être cohérents. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un goulet d'étranglement. Le goulet d'étranglement, ça va être le dispositif ou le matériel le moins performant, et malheureusement, c'est le matériel le moins performant, qui va induire la performance générale de votre chaîne de stérilisation. Si vous l'avez beaucoup, mais que vous n'avez pas derrière des autoclaves rapides et avec un volume de cuve suffisant, eh bien, tout ce que vous aurez nettoyé, lavé dans un laveur thermodésinfecteur, ce matériel va automatiquement attendre que différents cycles de stérilisation soient terminés avant de pouvoir être traité. Donc, il faut une cohérence dans le choix du matériel. Il faut avancer d'une manière cohérente. Et si vous améliorez une partie de votre chaîne de stérilisation, il faut toujours se poser la question de savoir si le reste va suivre et si vous allez avoir un vrai gain pour votre activité, un vrai gain dans le temps et un vrai gain aussi dans le rôle des assistants dentaires et dans le temps que les assistants dentaires consacreront à la stérilisation. Bien évidemment, nous gardons toujours à l'esprit que notre seul but, c'est de maintenir la qualité finale des dispositifs médicaux que vous récupérez pour vos patients.
Alors la marche en avant, elle doit être mise en place dans une salle de stérilisation. On doit aller du sale vers le propre. On a une zone humide, une zone propre. On peut aussi travailler en U, ou alors on peut travailler aussi comme à droite avec deux plans de travail opposés. Ce qui est important, c'est que les différentes zones ne soient pas mélangées, qu'elles se suivent à distance, je dirais, avec des étapes qui peuvent être maîtrisées et qui éviteront le croisement entre les dispositifs médicaux souillés et les dispositifs médicaux stériles. Très souvent, on peut noter dans certaines salles de stérilisation où je vais, puisque c'est mon quotidien, eh bien qu'il y a du matériel performant, mais avec des positionnements géographiques dans la salle de stérilisation qui ne permettront pas la marche en avant et la mise en place d'une marche en avant stricte, ce qui est bien dommage. Alors, du côté de la zone humide, eh bien, nous trouverons une zone de rinçage, une zone de nettoyage, une zone pour le nettoyage des portes-instruments dynamiques, les turbines, les contre-angles et autres instruments. Et puis, du côté de la zone propre, ou si on n'a pas traité cela en soudeuse et stérilisation, eh bien, nous trouverons une zone de contrôle, puisque le contrôle des instruments et de la propreté des instruments est un élément très important de votre chaîne de stérilisation. Il ne faut pas oublier que nous ne pouvons stériliser que ce qui est propre et sec. Deuxième zone que nous trouverons, c'est la zone de conditionnement, celle avec les soudeuses ou la soudeuse, puis une zone de stérilisation et, pour terminer, une zone de traçabilité, une zone de sortie de stérilisation. Et on veillera à ce que toutes ces zones soient clairement identifiées et à ce que le travail puisse être réalisé dans chaque zone, sans qu'il y ait un croisement entre les dispositifs médicaux souillés et les dispositifs médicaux stériles. Donc, on résume, il faut une cohérence dans le choix du matériel, il faut une capacité de traitement des différents appareils qui soit efficace, qui soit réaliste et qui soit en cohérence avec les autres instruments que vous allez mettre dans votre ST, et une cohérence dans le volume de matériel traité par rapport au temps que vous allez y consacrer. Et là, ça dépend des cabinets, ça dépend de votre exercice. Est-ce que vous avez plusieurs fauteuils dentaires? Est-ce que vous avez qu'un seul fauteuil dentaire? Comment vous travaillez? Vous devez faire une étude assez précise parce que aujourd'hui, on le sait, on a des stérilisations qui sont extrêmement bien équipées avec du matériel performant et pour autant, on a un flux de traitement de matériel qui ne correspond pas à ce que les chirurgiens dentistes attendaient lorsqu'ils ont fait les investissements. C'est très important d'avoir au moins une idée du temps minimum qu'il vous faudra pour récupérer un dispositif médical stérile alors qu'il vient de quitter votre cabinet en étant souillé. Quel est le temps nécessaire et suffisant que vous allez y consacrer? Et est-ce que tous les éléments que vous avez positionnés dans votre salle de stérilisation vont permettre de réduire ce temps à minima? Donc, je le rappelle, le matériel le moins performant va induire la performance générale de votre chaîne de stérilisation. Aujourd'hui, au niveau des autoclaves, il n'y a pas de souci. Tout le monde a des autoclaves plus ou moins rapides. Mais vous allez voir tout à l'heure que même si le plateau de stérilisation, c'est-à-dire le plateau prion, est le même dans tous les autoclaves, certains autoclaves réalisent le cycle complet en beaucoup moins de temps que d'autres. Et tout cela, c'est une cohérence dans le résultat final de la performance de votre stérilisation, de votre chaîne de stérilisation. Alors, si on prend la désinfection, qui ne fait pas partie de la salle de stérilisation, mais on travaille avec un détergent désinfectant, sans aldéhyde, conforme aux normes, ça vous le savez, avec un pourcentage de dilution, bien évidemment. Et quelle est la question qu'on doit se poser? Eh bien, c'est d'avoir le temps de contact le plus court. Regardez vos produits, tout est noté. Attention, les temps de contact sont différents lorsque l'on travaille en bactéricidie, en virucidie ou en sporicidie. Donc, il faut s'aligner sur le temps de contact qui est le plus long si on veut répondre à l'ensemble des normes de son produit. Puis bien évidemment, on essaiera d'avoir le pourcentage de dilution le plus faible. Ça permettra donc automatiquement d'avoir un coût qui soit le plus bas possible et d'avoir un temps de trempage qui soit le plus court possible pour améliorer le flux de traitement de ces dispositifs médicaux. Quand on passe sur la partie nettoyage, eh bien là, bien évidemment, on a les 4 temps du cercle de Sinner à respecter. On va essayer de les respecter, bien évidemment, même si en nettoyage manuel, ce sera compliqué, voire impossible. Et on va prendre en considération ces 4 temps, l'action mécanique, l'action chimique, l'action de la température, et puis pour terminer, la durée d'action, c'est-à-dire le temps de brossage, si par exemple on est en nettoyage manuel, puisqu'en nettoyage manuel, nous travaillerons avec de l'eau froide, il n'y aura pas le facteur température. Et vous le savez, lorsqu'un des facteurs n'est pas présent dans le cercle de Sinner, il faut augmenter les 3 autres.
Donc, si on prend le nettoyage par ultrason, qui est un complément au nettoyage manuel ou automatique, on se rappelle, la DGS 2006 le précise, c'est une aide au nettoyage avant le lavage manuel ou en machine, donc il est réservé plus particulièrement aux dispositifs médicaux métalliques ou en fracture. Il a un rôle important sur ce type de matériel et il va permettre un pré-traitement qui va être efficace et qui vous permettra derrière d'obtenir des instruments qui auront eu un premier nettoyage facilité par l'action des ultrasons. Attention, lorsqu'on travaille avec des ultrasons, ou plutôt il faut prendre comme avis que ce que l'on veut faire, c'est du nettoyage et pas de la désinfection. La désinfection, la présinfection, on l'a faite avant et on va continuer le nettoyage ensuite. Lorsque l'on est en nettoyage manuel, on peut bien sûr faire succéder au nettoyage à ultrasons par un nettoyage manuel, eh bien, on va avoir différents éléments. D'abord, on sera opérateur dépendant, hein, c'est quelque chose qui est connu maintenant. Ça va dépendre du temps que l'assistante dentaire aura à consacrer à ce nettoyage, des différents moyens qu'elle va utiliser aussi. Ça va être chronophage. Il va falloir assurer une phase de rinçage, puisque le rinçage n'est pas automatisé. Bien évidemment, une phase de séchage. Là, on pourra utiliser soit du non-tissé, soit éventuellement de l'air médicalisé, soit des sécheurs automatiques. Et puis, on va manipuler le matériel. Donc, pour l'assistante dentaire, c'est une manipulation de matériel. C'est donc des risques de blessures et autres AES. Lorsque l'on va passer en nettoyage automatique, et si on souhaite passer en nettoyage automatique, bien là, on va travailler avec des laveurs thermodésinfecteurs comme l'Eurosage 60, qui sont des laveurs qui vont assurer l'ensemble du cycle, qui éviteront bien évidemment la manipulation des différents instruments et qui vont aussi intervenir sur différents points. D'abord, on va travailler uniquement avec des détergents, il n'y aura pas de produits désinfectants, donc pas de contamination environnementale. Il y a la possibilité d'avoir des programmes qui assurent une thermodésinfection. Pour les dispositifs médicaux thermosensibles, c'est un vrai plus. On peut traiter aussi les instruments rotatifs, on va le voir dans la diapositive suivante. On a une qualité de lavage qui va être contrôlée puisque ces appareils peuvent subir et doivent subir des contrôles de performance et on peut utiliser même en routine ce que l'on appelle les wash checks qui vont permettre de contrôler l'efficacité du lavage en continu puisque tous ces appareils vont à un moment vieillir et il faudra préserver la qualité du lavage, bien évidemment, pour éviter les mauvaises surprises au sortir d'un cycle. On va avoir un rinçage et un séchage intégrés et séparés, bien évidemment, du lavage. Moins de travail pour le personnel, moins de manipulation, moins de risque de contamination. Donc, correctement identifié par rapport à votre besoin et correctement positionné dans votre salle de stérilisation, ça vous fera gagner de la qualité et du temps. Le nettoyage automatique va donc permettre aussi de traiter les rotatifs. On a des buses qui permettent d'assurer le lavage, le nettoyage et le séchage parfait de ces rotatifs. Et puis, ça permet aussi de travailler sur les corps creux, puisqu'il existe des rampes permettant de positionner les corps creux. Et puis, ça nous permet aussi de travailler au niveau de notre traçabilité. Nous allons y arriver, puisque la traçabilité, eh bien, ces laveurs thermodésinfecteurs, et notamment celui que vous venez de voir, sont reliés par des RJ45 et que l'ensemble des cycles qu'ils réalisent, l'ensemble des contraintes et des performances qu'ils réalisent et des critères techniques qu'ils doivent atteindre, eh bien, va être noté, va être tracé. Donc, ça permet d'avoir tout cela en mémoire et d'une manière, on va dire, invisible pour vous, puisque ça se fait automatiquement. Alors, une fois que l'on a lavé, eh bien, on en arrive à la phase conditionnement. Alors, le conditionnement, pour beaucoup, c'est mettre sous sachet, simplement. C'est une étape qui est, je trouve, c'est peut-être une remarque très personnelle, mais qui est souvent un petit peu négligée, un petit peu considérée comme l'étape la moins importante de la chaîne de stérilisation. On est extrêmement concentré sur l'autoclave, on commence à être extrêmement concentré sur le lavage aujourd'hui. Pourtant, le conditionnement répond à des normes, et répond à des normes très précises, et il doit être correctement réalisé, puisque vous l'avez compris, s'il n'y a pas un conditionnement correctement réalisé et totalement hermétique, eh bien, il n'y aura pas de conservation de l'état stérile jusqu'à l'usage fauteuil. Donc, la qualité du travail final ne sera pas optimale, elle sera même mauvaise. Donc, les objectifs, lorsque l'on fait du conditionnement, il y a deux objectifs principaux que l'on recherche. Le premier, c'est d'abord d'avoir des matériaux qui soient conformes à cette norme. C'est la norme 11607-1. Et puis là, généralement, aucun souci. Vous achetez des gaines, vous achetez des sachets qui vont être
thermoscellés qui vont vous permettre de répondre à cette norme, mais il y a une deuxième partie, qui est la 11607-2, qui est la validation du procédé d'emballage. Et là, on est parfois, et très souvent même, beaucoup moins performant. Donc, on peut se poser des questions quand on fait du conditionnement et on doit se poser des questions. Est-ce que les supports, déjà, ce que l'on va utiliser, est-ce que c'est compatible avec le procédé de stérilisation? Est-ce qu'on va bien avoir une barrière microbienne? Est-ce que ça va protéger physiquement mon dispositif médical? Est-ce que j'aurai une ouverture aseptique, ce que l'on appelle le pelage? Je vois beaucoup de sachets qui parfois sont soudés au ras du sachet, donc ce qui ne permet pas une ouverture aseptique et une présentation du dispositif médical pour le chirurgien dentiste qui conserve ce rôle aseptique. On va déchirer le sachet par l'arrière et puis, bien évidemment, le rangement que l'on va en faire, c'est-à-dire le stockage pour conserver cet état stérile jusqu'à l'usage fauteuil. Et puis, on peut aussi se poser des questions sur le procédé de fermeture et c'est là où il faut absolument réfléchir. Ce procédé de fermeture peut être régulièrement contrôlé et validé, doit être régulièrement contrôlé et validé, et puis on doit pouvoir tracer ce processus. Il existe des systèmes qui nous permettent de vérifier avec des soudeuses et des thermosoudeuses que la soudure répond à des contraintes de température, des contraintes de pression, et que l'optimisation de son action est toujours là par des tests que je vais vous montrer. Alors, comme support, généralement, on utilise de l'usage unique en dentaire, c'est-à-dire des sachets ou des gaines en papier ou papier plastique. Le plus souvent, ce sont des sachets ou des gaines en papier plastique. On peut aussi utiliser du papier pour faire du pliage Pasteur, mais ça demande une technique particulière qu'il faut apprendre. Récemment, je viens de voir dans un cabinet des dispositifs médicaux, des cassettes qui étaient mises sous un pliage Pasteur qui n'était pas un pliage Pasteur, donc il n'y avait aucune conservation de l'état stérile, malheureusement, et tout ce qui était dans les tiroirs n'était plus stérile. On peut aussi travailler avec des conteneurs étanches en aluminium, ce qu'on appelle des supports réutilisables. Attention, ils sont bien évidemment très utiles, très intéressants, mais il faut les nettoyer et puis il faut contrôler. Il y a un joint qui se trouve autour du couvercle. Il va falloir contrôler, faire contrôler régulièrement par le fabricant bien l'intégrité de ce joint. Sinon, il n'y aura pas non plus dans ce cas-là de conservation de l'état stérile. Et puis, comme vous le voyez, il faut aussi avoir des autoclaves qui aient un volume, et je vous en montrerai un tout à l'heure, qui a un volume suffisant pour pouvoir intégrer ce type de conteneur, puisque à l'intérieur de ce conteneur, on va trouver des instruments ou parfois même ce que vous connaissez mieux, c'est-à-dire des cassettes. Alors, ce qu'il faut utiliser, pour moi en tout cas, et ce que je vous conseille, c'est de travailler avec des thermosoudeuses, que ce soit des thermosoudeuses manuelles à impulsion ou que ce soit des thermosoudeuses à défilement. Les deux, bien sûr, répondent aux différentes normes obligatoires quant à la qualité de la fermeture. Les soudeuses à défilement ont une rapidité d'action qui est importante et qui permet d'avoir un flux de traitement important, rapide, et donc de maintenir une rapidité dans le retraitement de vos dispositifs médicaux au sein de votre salle de stérilisation. Alors, plusieurs modèles, en l'occurrence chez Oronda, 2 types de modèles. La Valida, qui est une soudeuse à impulsion très performante avec toute une traçabilité. Et puis à droite, l'Euromatic est une soudeuse, elle, à défilement avec un plateau qui vient se positionner devant et qui assure bien évidemment une fermeture dans les règles de la norme et dans les règles de l'art. On a des largeurs de soudure qui vont être de 12 à 12,5 mm, donc des largeurs de soudure suffisantes par rapport aux normes. On a une validation du processus sur une carte, soit une carte SD, soit par USB. On peut transférer tout cela sur un PC. Donc là aussi, ce qui est important lorsque ça se transfère sur un PC, c'est que ça se fait en aveugle sans que vous n'ayez à intervenir. Donc là aussi, on gagne du temps et on gagne de la qualité. On peut régler la température de soudage, généralement entre 170 et 180 degrés. Et puis en fonction des papiers qu'on utilise, eh bien, il faut se référer au produit et puis voir quelle est la température idéale pour avoir la soudure la plus optimale et qui ne cède pas à la stérilisation et qui ne cède pas surtout lorsque l'on va stocker tous nos instruments. On peut réaliser des tests de routine pour garantir la qualité du thermocellage d'une manière régulière. On est obligé de les faire tous les jours, même si parfois c'est fait tous les jours. On utilise un sachet test, un Euroseal Check que l'on passe dans la soudeuse à défilement et qui va nous permettre de contrôler simplement que sa performance de travail est toujours là et que la qualité du nôtre sera toujours maintenue. Et puis, on peut aussi travailler avec des
petit système comme vous le voyez ici, hein, quand on est en soudeuse à impulsion. Et sur la gauche, vous voyez un trait avec ces doubles de méthylène, eh bien la soudure est parfaite. Et sur la droite, vous voyez que la soudure est loin d'être parfaite. Et donc, on a un contrôle qui montre bien que on a un problème sur ce type de thermosoudeuse et qu'il va falloir intervenir si on veut conserver une qualité de travail et continuer à garder nos dispositifs médicaux à l'abri de toutes les contaminations extérieures. Alors, rapidité d'exécution, pour les soudeuses à défilement, on va jusqu'à 8 mètres minutes, c'est extrêmement rapide. Hein. En sachet collé jusqu'à 8 mètres minutes, c'est quasiment impossible. On est dans la qualité puisque c'est non opérateur dépendant et puis on contrôle la performance de notre appareil. Donc, on maintient une performance de notre appareil telle qu'elle l'était lorsque nous avons fait l'achat de cette soudeuse. Je vous rappelle quand même que très souvent, sur les sachets autocollants, et quand je dis très souvent, c'est extrêmement fréquemment, j'en ai encore vu vendredi dernier, eh bien, nous avons ce qu'on appelle des petites cheminées, c'est-à-dire des collages sur les sachets collés. Nous avons des cheminées, c'est-à-dire un collage imparfait, donc aucune isolation du dispositif médical, ce qui veut dire aujourd'hui un travail qui n'est pas valorisé. Il n'y a pas de maintien de l'état stérile. Donc, pour moi, ces instruments ne sont plus stériles, même s'ils sont passés dans l'autoclave, vous l'avez compris. Alors, lorsqu'on arrive aux autoclaves, eh bien, là, on va toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, travailler avec des autoclaves classe B, avec une norme à 13060. Et puis, chez Ronda, vous pourrez aller de 18 à 29 litres. C'est important parce que ça vous permettra, en fonction de l'activité de votre cabinet, en fonction du volume de matériel que vous traitez, eh bien, de faire le choix pertinent pour votre cabinet, tout en gardant une rapidité d'action de vos différents autoclaves ou de votre autoclave. Vous pouvez en avoir plusieurs. Et puis, c'est là où il faut reprendre la courbe initiale, celle d'un cycle de stérilisation que vous pouvez trouver dans la carte mémoire de votre autoclave, qui va garder en mémoire tous les cycles que vous allez réaliser. Eh bien, nous avons bien sûr ce que je vous disais tout à l'heure, le plateau de stérilisation Prion qui est à 18 minutes. Lui, il est standard, il est dans la norme et il ne doit pas bouger. Mais nous avons le temps total du cycle Prion qui pourra faire parfois 40 minutes et parfois avec d'autres matériels 50, 60 ou même plus que 60 minutes. Donc là aussi, tous ces bouts de temps mis les uns après les autres vont donner un temps de récupération du matériel beaucoup plus long et donc une capacité de votre chaîne de stérilisation à répondre à vos attentes qui sera moins bonne. Alors, il faut avoir une simplicité d'usage. Lorsqu'on va choisir du matériel, il faut vraiment l'acheter après avoir quand même vérifié quelles sont les manipulations à faire pour choisir les cycles tests, éventuellement remonter jusqu'à l'édition d'étiquettes, etc., etc. C'est très important. Il y a des systèmes qui sont extrêmement compliqués. Donc voilà, on a un tableur, on a un écran tactile et on va rapidement à l'essentiel quand on en a besoin. Il faut avoir aussi un autoclave qui soit adapté au volume de matériel et au cabinet, je viens de le préciser, donc je ne vais pas le redire. Et là, on a des choix de cuves, hein, de 18 litres, 24 litres, 29 litres. C'est très important d'être correctement équipé sans pour autant multiplier le nombre d'appareils. Il faudra voir si vous travaillez avec des conteneurs, si votre cuve est capable d'accueillir les conteneurs. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui, même ceux qui travaillent en cassette, qui veulent passer en cassette, comme la petite image qui est en haut à droite, et ils se rendent compte que l'autoclave ne permet pas de traiter beaucoup de cassettes, voire impossibilité de rentrer les cassettes à l'intérieur de l'autoclave. Donc là aussi, il y a une cohérence à avoir par rapport à votre pratique. Il va falloir avoir une durée de cycle Prion la plus courte possible, je vous le rappelle, sinon vous aurez quelquefois des temps très très longs pour récupérer votre matériel. Tout cela mis bout à bout avec un lavage manuel qui peut prendre du temps, éventuellement une mise sous sachet qui elle aussi prendra du temps, eh bien vous allez avoir un temps de retraitement de votre matériel qui sera de plus en plus long. Et puis une traçabilité ouverte, parce que c'est bien d'avoir des instruments avec une traçabilité, il est évident, mais il faut aussi voir qu'est-ce que cette traçabilité inclut. Vous verrez que sur certains appareils de Ronda, ou tous en tout cas, vous avez des imprimantes intégrées ou des imprimantes externes, et puis des logiciels qui permettent même en Wi-Fi de récupérer tous ces éléments de traçabilité pour vous éviter justement des manipulations et donc du temps que vous ne consacrerez pas à d'autres tâches dans votre cabinet. Alors, si on prend un petit tableau comparatif avec deux autoclaves, le E10
Et le XL qui fait 29 litres, eh bien, on se rend compte que voilà, on a des temps surtout pour le E10 en 24 litres. Vous avez un temps pour le cycle Prion avec une charge standard, mais on est dans du cycle Prion, bien évidemment, qui est de 37 minutes pour 6 kg de matériel. Donc, vous pouvez commencer à travailler sur le volume de matériel que vous allez utiliser et donc le volume de matériel que vous allez pouvoir nettoyer, mettre sous sachet et ensuite stériliser et travailler un petit peu sur un process général qui vous donnera très sûrement et rapidement un temps de récupération de votre matériel. Alors, nous allons avancer sur une petite vidéo et puis ensuite, je reprendrai la parole lorsque cette vidéo sera terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu voir le rôle d'une chaîne de stérilisation et les différents gestes à effectuer. Donc, nous allons maintenant continuer sur la deuxième partie, la traçabilité, des choix à faire lorsqu'on veut essayer d'assurer, lorsqu'on veut absolument, excusez-moi ce lapsus, on veut absolument assurer une traçabilité parfaite au niveau d'un geste de stérilisation et on va bien évidemment essayer de voir ensemble quels sont les points à noter et les points importants dans vos choix. Alors, je le rappelle, une traçabilité, bien évidemment, ça va aussi passer par le type d'imprimante que vous voyez en haut à droite, mais ce n'est pas que cela. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de confrères pensent parfois que la simple édition d'une étiquette va permettre d'assurer la traçabilité. Ce sera un élément, un moyen, mais il va falloir mettre en place certains processus et en tout cas faire en sorte qu'ils soient respectés au quotidien. Alors,
La traçabilité, ça nous permet quoi? Ça permet de trouver des informations et les informations vont être comment vont être répertoriées sur notre dispositif médical et on devra les retrouver dans le dossier patient. Donc, l'ordre a publié, bien évidemment, là-dessus, et la partie qui est en bas est claire. On doit pouvoir retrouver les références des produits ou des matériaux que l'on a utilisés en bouche. C'est de la traçabilité, ça fait partie d'un document que vous pouvez retrouver 26 mai 2014. Donc, voilà, les choses sont dites. On sait aujourd'hui qu'on a des règles à appliquer, qu'on a des éléments à mettre en place. C'est parfois compliqué au quotidien et c'est pour ça qu'il faut, poser son organisation et deux, acquérir le matériel qui nous permettra de facilement et de rapidement mettre tout ça en place au quotidien. Alors, il faudra informer le dossier patient et il faudra faire en sorte de pouvoir retrouver tout cela dans le dossier patient si tant est qu'un jour vous ayez une question ou un litige avec un patient ou avec un autre organisme. Donc, quand on travaille sur des dispositifs médicaux, on a deux grandes familles. On connaît ces familles, vous les connaissez. Sur la droite, les dispositifs médicaux à usage unique, qui seront stériles ou non stériles d'ailleurs. Ensuite, sur la gauche, des dispositifs médicaux réutilisables qui vont être dans deux sous-familles, les thermosensibles, et ensuite les thermorésistants. Les thermorésistants qui, eux, seront stérilisés et deviendront des DMRS. Alors, le DMRS, dispositif médical réutilisable stérile, et ils sont ici, c'est la majeure partie de vos instruments, c'est 90%, peut-être 80% de vos instruments. À côté, vous aurez à peu près 15% d'usage unique, et puis des thermosensibles, on en a de moins en moins, et il est évident que dès que l'on peut éliminer les thermosensibles de notre flot de dispositifs médicaux, eh bien, c'est bien préférable parce que ça vous permettra derrière de passer en stérilisation pour le reste et pour l'ensemble de votre matériel. Alors, lorsqu'on a un DMRS, eh bien, on retrouve les bases de ce que l'on doit retrouver sur un produit, c'est-à-dire le numéro de série de l'autoclave, on va retrouver le numéro de l'eau, du cycle, on va retrouver la date de stérilisation et la date de péremption, sur laquelle j'ai mis un petit rond rouge, puisque bien évidemment, lorsque vous allez tracer, il va falloir remettre tout cela dans le dossier patient, et puis la date de péremption qui permettra aussi de contrôler dans vos tiroirs le bon usage de vos matériels, la bonne conservation de vos matériels, et si la date de péremption est dépassée, eh bien, il faudra restériliser, et je vous le rappelle, tous les instruments que l'on doit restériliser doivent repartir au niveau du cycle de nettoyage avant d'être stérilisés. Il n'est pas question juste de les sortir du sachet et de les remettre dans un sachet directement. Donc voilà, il faut calculer ces dates de péremption et les calculer d'une manière efficace par rapport à l'usage que l'on a des différents instruments. Pour les usages uniques, ce sera un 2 barré et ce sera de l'élimination dans vos poubelles d'acier. Alors, si on fait référence à ce document important que je vous ai cité tout à l'heure, la grille technique revue par l'ADF, vous pouvez l'acheter, pas la télécharger, mais elle est facilement récupérable et commandable sur le site de l'ADF, et je vous invite à le faire. Eh bien, vous trouvez à la page 109 ce document qui vous permet de faire des calculs rapides en fonction de ce que vous avez mis en place dans votre cabinet, de déterminer une date de péremption qui soit cohérente par rapport à votre flux matériel. Donc, si on avance, eh bien, on se rend compte que une évaluation à un seul emballage primaire, on est plutôt sur un délai de 1 mois, même si certains sont à 2 mois parce que derrière, ils ont un stockage dans une armoire de stockage. Et puis, la deuxième évaluation, eh bien, on a un emballage primaire, on a un emballage secondaire, on a un lieu de stockage précis. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je me permettais d'insister sur le lieu de stockage, où on voit beaucoup de sachets quelquefois stockés à l'air libre, eh bien, ce qui n'est pas souhaitable. Eh bien, là, on a une DLU, une date limite d'utilisation, qui passe à 3 mois. À vous de faire vos calculs, à vous de poser vos protocoles et de respecter, par contre, au quotidien, le protocole que vous aurez mis en place pour obtenir la date limite d'utilisation qui convient le mieux à votre exercice en fonction du matériel. Le matériel que l'on utilise très fréquemment et 1 mois est largement suffisant. Puis, il y a des matériels, des trousses de chirurgie ou autres que l'on va utiliser peut-être rarement. Et dans ces cas-là, il est préférable de passer sur une DLU un peu plus longue et de mettre en place des emballages primaires secondaires, ce qui vous permettra d'avoir à nouveau un travail coûteux et chronophage. Donc, la traçabilité, eh bien, c'est 3 grandes parties. La première partie, c'est d'écrire une procédure générale avec à côté et en dessous des protocoles particuliers pour chaque étape, détaillés, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, quel est le cycle, quelles sont les différentes étapes
que va suivre mon dispositif médical. Et puis les protocoles particuliers, c'est est-ce que chaque étape s'est correctement déroulée, qu'est-ce que je devais faire exactement dans chacune de ces étapes, et est-ce que le matériel que j'ai utilisé était performant, est-ce que les étapes ont été correctement menées. Si oui, eh bien à ce moment-là, on aura une traçabilité déjà qui sera importante. Deuxième chose, ça va être le cahier de traçabilité dans lequel vous allez garder bien évidemment toutes les qualifications de vos autoclaves, hein, la norme, l'ex-norme 554, avec les cycles tests que vous allez garder, les cycles Helix ou les cycles Boidic, vous ferez celui que vous voulez, même si le Helix aujourd'hui pour les corps creux est le plus utilisé, les intégrateurs prions que vous mettrez au sein de votre charge sous sachet, les numéros de série de vos autoclaves, les numéros de vos cycles, toutes les dates de stérilisation et de DLU, un détail de charge qui est toujours souhaitable, c'est-à-dire noter ce qui va être mis dans la cuve de votre autoclave pour une charge précise, pour un cycle précis, ce qui vous permettra, en cas de problème, déjà de retrouver rapidement ce qui était contenu dans le cycle, par exemple 570, et puis une libération de charge, la libération paramétrique de la charge. Vous garderez tout cela dans votre cahier de traçabilité. Libération paramétrique, c'est clair, ça veut dire simplement qu'il y a des paramètres que l'on doit vérifier lorsque l'on ouvre son autoclave, c'est-à-dire le bon usage du bon cycle, le virage de l'intégrateur prion, la cécité de la charge, que les sachets ne sont pas mouillés, que tous les sachets sont correctement fermés, ne sont pas abîmés. C'est un petit document rapide à réaliser qui permettra de garder comme ça de l'information et de la traçabilité. Et puis la dernière partie, eh bien, une fois qu'on a validé sa charge, qu'on a validé sa libération de charge et qu'on a ces DMRS qui sont correctement stockés, eh bien, on va les utiliser sur les patients. Donc là, on va noter dans le dossier patient les numéros de lot des dispositifs médicaux utilisés. En chirurgie dentaire, on est pour l'instant plus particulièrement sur la traçabilité du contenant et non pas du contenu. On passera peut-être un jour à la T2I, traçabilité individuelle à l'instrument, comme c'est fait dans beaucoup dans les secteurs hospitaliers. Mais pour l'instant, on fait de la traçabilité du contenu et c'est déjà très important. Et puis la traçabilité, comme je vous l'ai dit, elle doit être ascendante et descendante. Elle doit permettre d'aller dans un sens, de partir d'une chaîne de stérilisation, d'un cycle de stérilisation et de retrouver les dispositifs médicaux qui ont été concernés, et inversement, de partir d'un dispositif médical et de remonter jusqu'aux étapes que ce dispositif médical a suivies. Voilà. Donc les deux parties sont extrêmement importantes et c'est celles qui vont évoluer sans arrêt au cours de votre journée, de vos journées de travail. La première partie, procédure au protocole, une fois que vous aurez écrit une procédure générale qui est correctement validée et des protocoles particuliers, eh bien, vous n'aurez que peu de modifications à apporter si vous ne changez pas votre matériel. Donc, on part d'un litige patient. Si vous avez un litige patient, eh bien, il faudra, grâce à votre traçabilité, associer le DMRS à un numéro de lot. Ensuite, il faudra associer ce numéro de lot à un cycle de stérilisation, valider le cycle prion et vérifier que les données paramétriques du cycle sont bonnes. Et tout ça, vous l'avez sur votre carte SD ou sur votre PC. Derrière, démontrer le bon déroulement du cycle avec de l'autoclave, avec les tests de routine, les qualifications. Votre autoclave a une obligation de qualification et une obligation aussi de maintenance. Et puis, si vous avez fait tout cela, eh bien, vous aurez des informations à transmettre à votre patient qui vous permettront au moins de répondre à ses premières questions. Si le 1 n'est pas en place, si vous n'avez pas tracé dans votre dossier patient, vous aurez de grosses difficultés pour pouvoir, entre guillemets, relier. Bien évidemment, ce sera impossible de relier un dispositif médical à votre chaîne de stérilisation. Alors, la traçabilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les obligations de trois grands, entre guillemets, de trois grandes familles, hein, de trois grands organismes, le Code de la santé publique, notre Code de déontologie, bien évidemment, et la HAS. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont des moyens, c'est-à-dire avec trois niveaux, la mise en œuvre simplifiée, la qualité qui doit être pérennisée, et puis la gestion du temps. Il ne faut pas oublier que, bien évidemment, on essaye d'être efficace, mais on essaye d'être efficace dans le temps le plus court possible pour pouvoir œuvrer à d'autres tâches dans le cabinet dentaire. Ça, c'est une évidence. Donc, la traçabilité, ça va être un logiciel. Logiciel, très souvent, il est intégré dans les marques d'autoclave. La Honda a son propre logiciel qui vous permettra d'assurer cette traçabilité. Ce logiciel doit vous permettre de gérer le plus grand nombre d'appareils. Plus vous aurez d'appareils reliés à ce logiciel et plus vous ferez de la traçabilité en volume important, c'est-à-dire les soudeuses, les laveurs, les autoclaves. Donc, bien évidemment, c'est ce qu'il faut rechercher lorsqu'on fait les choix. Voilà, le laveur, la soudeuse, les autoclaves, tout ça va être relié à un logiciel et va être géré par ce logiciel. Une conservation des données
que ce soit sur votre PC, que ce soit en USB ou en Ethernet, ce qui vous permettra de ne rien oublier et d'avoir tout à disposition si tant est qu'il faille un jour amener ces éléments de preuve. Là, le e-Wi-Fi vous permet de le faire à distance et rapidement, et puis le e-data que nous verrons tout à l'heure. Et puis, une conservation des tests de performance, que ce soit pour les autoclaves, pour les laveurs, pour les soudeuses, pour les ultrasons, il va falloir conserver tout cela. Et vous comprenez bien que si vous avez un logiciel et des appareils reliés à ce logiciel qui vous permettent de le faire d'une manière simple et d'une manière non opérateur dépendant, ce sera pour vous un gain de qualité et un gain de temps. Voilà, les tests que vous connaissez, Helix, le Bowidic et les intégrateurs Prion que l'on met à chaque cycle. Alors, la connectivité totale, eh bien, elle existe. Hein. On peut travailler avec une étiquette code barre. Derrière, on a un lecteur code barre et on reproduit ça dans le programme de gestion de son cabinet dentaire. On a tous sur les différents logiciels que vous avez. Vous avez une partie traçabilité, traçabilité des dispositifs médicaux, traçabilité des matériaux que nous devons aussi tracer, nous le savons tous. Donc, ces systèmes sont rapides et ils vous permettent de faire un travail de qualité dans le temps le plus court. Alors le e-data, eh bien, ça vous permet d'avoir un logiciel qui va récupérer l'ensemble de ces instruments et qui va assurer une traçabilité totale à toutes les fiches patients. Et puis c'est interfaçable avec d'autres logiciels métiers, que ce soit en Windows ou en iOS, hein, sur Mac. Et vous avez là-dessus un travail qui est rapide et qui est efficace. Voilà la connectivité du data. Le E10, par exemple, permet de travailler avec différents logiciels présents chez Ronda qui vous permettront, en fonction de votre organisation, en fonction du matériel que vous avez choisi et aussi en fonction de votre organisation, on va dire, filaire ou pas dans votre cabinet dentaire, eh bien quand même de répondre à ces obligations et d'y répondre d'une manière simple et d'une manière efficace et qui va vous libérer du temps. Donc le choix, bien quand vous faites du choix de matériel, il est important bien évidemment, et du choix au niveau du matériel traçabilité, de prendre en compte la capacité de ce matériel à vous permettre d'être efficace rapidement et de la manière la plus simple possible et que ce soit interfacé avec l'ensemble des logiciels que vous utilisez, que vous voyez écrits à l'écran. Voilà, donc les données acquises, eh bien, elles sont ensuite transmises soit par port USB, soit éventuellement en Wi-Fi, et elles sont traitées dans un logiciel qui s'appelle eMemory et qui vous permet de retrouver l'ensemble des sites que vous avez réalisés, les valeurs de ces sites, c'est-à-dire la courbe que vous voyez au centre, hein, puisqu'on doit être en capacité d'imprimer cela si demain on nous le demandait, et ça vous permettra d'aller au maximum de ce que vous pouvez réaliser et d'une manière la plus simple possible, de la manière, pardon, la plus simple possible. Voilà, nous allons maintenant passer sur une deuxième petite présentation vidéo qui va vous montrer tout cela. Et je reprendrai ensuite la parole.
Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous rappelle ce que j'avais dit en introduction, c'est que si vous avez eu des questions, vous avez pu les poser sur la page Facebook, pardon. Et puis, si vous avez des questions un petit peu plus importantes, eh bien, Rhonda transmettra un mailing avec l'ensemble des réponses et avec un résumé de cette présentation sur les diapositifs les plus importants. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez passé une heure intéressante. En tout cas, pour ma part, c'était un plaisir que de vous avoir avec moi durant cette heure. Bonne journée, bonne fin de journée à tous et bon travail.